C'est un grand plaisir d'être ici pour parler de ce qui me passionne le plus, la communauté francophone, dans ce cas ici des Amériques. J'ai préparé une présentation. Moi, je suis un peu, j'ai besoin d'un outil pour m'appuyer, ou pour m'appuyer, on verra à la fin. Dans ma présentation, dans un premier temps, je veux quand même vous parler du Centre de la francophonie des Amériques. Très rapidement, quand même, ce qu'on fait, puis où sont ces francophones-là. Et tranquillement, je vous amène dans qu'est-ce que c'est pour nous, ces questions de mémoire et socialisation. Comment, je vais passer par une démarche de par quel paradigme, moi, comme agent de développement, je passe pour faire l'émergence de cette francophonie-là par nos outils au Centre de la francophonie. Donc, j'y vais, j'ai beaucoup de choses à dire, puis je vais essayer de rouler. Si jamais je vais vite, faites-moi signe de m'arrêter. D'abord, le centre, c'est mon bureau. C'est quand même assez nouveau. Seulement en 2006 qu'il y a eu la loi pour adopter, il faut que je le dise, à l'unanimité, le Centre de la francophonie des Amériques. Mais encore, on n'avait pas vu le jour. C'est le 17 octobre 2008, dans le cadre du 400e, que le Centre a fait son ouverture officielle. Et à ce moment-là, vous voyez, c'était à l'ouverture. Ça s'est fait avec, à ce moment-là, c'était M. Charest et M. Sarkozy, parce que le Centre de la francophonie, c'est aussi le legs de la France dans le cadre du 400e de Québec. Donc, depuis 2008, on a commencé à travailler. Ce que nous avons comme mission, vous le voyez, c'est moi je dirais la mission est un peu plus longue que ça, mais vous avez l'essentiel. Donc, j'ai souligné, je pense, en tout cas à mon point de vue comme PDG, ce qui est important. L'idée, c'est de contribuer à la promotion et la mise en valeur d'une francophonie porteuse d'avenir pour la langue française dans le contexte de la diversité culturelle. Donc, contribuer parce qu'on ne veut pas remplacer ce qui se fait déjà. Il y a tellement d'acteurs dans le milieu partout, donc on cherche à développer des partenariats et des ententes. Et on a dans cette francophonie plurielle dans les Amériques, et on y tient, c'est une des grandes richesses du centre, cette diversité. Et notre vision, vraiment, c'est une francophonie qui bouge, donc en mouvement, solidaire et inclusive. Puis encore, là, ici, je trouve que c'est assez important. On parle de liens, de développer des liens durables. On parle de socialisation, on parle de liens. Bien, nous, on est totalement dans la production de liens. Et comme je le disais à l'Université d'été de la francophonie des Amériques, des liens qui font du bien. On l'espère, en tout cas. On a 3 résultats, essentiellement, pour jusqu'en 2017. On s'est donné comme résultat d'augmenter, c'est-à-dire un plus grand sentiment d'appartenance à la francophonie des Amériques. Vous savez, la francophonie, vous la connaissez, je pense. Vous connaissez le Québec. Mais vous savez, on vient de parler des Acadiens. Une autre francophonie, les Franco-Ontariens. Puis on pourrait continuer comme ça. C'est comme si on s'est un petit peu mis chacun dans nos silos. Les Francescois, les Franco-Albertains, les etc., Franco-Américains. Et même, j'ai entendu dernièrement aussi les Franco-Tico, donc l'Amérique latine. Donc, on est chacun dans... Et nous, on veut développer ce sentiment d'appartenance. Donc, c'est un peu les résultats. Et puis, on veut aussi développer entre les acteurs une meilleure concertation dans l'action et le rayonnement de la francophonie dans les Amériques. Et l'augmentation de l'accès et la participation citoyenne, que les gens deviennent des acteurs de changement de la francophonie. Donc, c'est essentiellement les 3 résultats. Ça, c'est ici, la francophonie de l'Amérique du Nord. C'est peut-être des cartes que vous avez déjà vues. Ce n'est pas nous qui les avons créées. Si je ne me trompe pas, c'est Dean Lauder et compagnie qui a fait ces cartes-là. Vous avez ici population d'origine ethnique française en Amérique du Nord en 2000-2001. Et ici, vous avez le français parlé à la maison en Amérique du Nord, toujours en 2000-2001. Vous voyez un peu, pour moi, ça illustre bien dans quelle dynamique on travaille. On a des taux d'assimilation. Dans l'Ouest canadien, ça a déjà été jusqu'à pas très loin de 80 d'assimilation. Donc, on travaille dans ce développement-là. On voit comment pouvons-nous, dans ce contexte minoritaire, quand je dis minoritaire, je ne parle pas seulement des francophonies ailleurs, je parle de la francophonie des Amériques. Le Québec est minoritaire dans les Amériques. Donc, quel est le rôle de chacun de ces acteurs-là et comment pouvons-nous,
en solidarité, travailler ensemble pour l'émergence de cette francophonie dynamique des Amériques. J'ai un petit vidéo, j'espère que ça va fonctionner, là, je l'ai testé tantôt, qui parle un peu de cette dynamique-là, qui parle du nombre de francophones, je dirais francophones locuteurs dans les Amériques. Donc, je vous le présente. En Amérique, on peut entendre les langues autochtones, l'anglais, l'espagnol, le portugais, le créole et évidemment le français. Tout comme son continent, la francophonie des Amériques est belle, vaste et diversifiée. Saviez-vous que partout au Canada, on peut étudier en français de la garderie à l'université? On retrouve d'ailleurs plus de 20 universités francophones d'un océan à l'autre. La culture francophone y est aussi célébrée dans de nombreuses fêtes et festivals, même jusqu'à Saint-Pierre et Miquelon. Au 19e siècle, les Canadiens français ont traversé la frontière du Sud en si grand nombre qu'on y retrouve aujourd'hui des millions de leurs descendants. Il y a plusieurs villes majoritairement francophones en Nouvelle-Angleterre. On redécouvre la valeur économique du français en Louisiane et on retrouve de nombreuses populations francophones à New York, en Floride et jusqu'en Californie. D'est en ouest, le français résonne. Dans les Caraïbes, c'est plus de 9 millions de personnes qui s'expriment en français. Les festivités culturelles sont nombreuses, soulignant à la fois leur héritage français et créole. Plus au sud, en Amérique latine, savez-vous que le français est la 12e langue étrangère la plus étudiée? Son enseignement est obligatoire au Costa Rica, alors que c'est au Brésil qu'on retrouve le plus grand nombre de francophones. Au-delà de l'éducation et de la culture, il y a des commerces, entrepreneurs, restaurateurs et industries qui offrent des services en français d'un bout à l'autre des Amériques. Mais la francophonie des Amériques a encore des défis à relever. Partout, la demande pour apprendre le français dépasse l'offre. On manque d'écoles francophones, d'écoles d'immersion et aussi de professeurs. Ensemble, communiquons, vivons, travaillons pour faire rayonner cette francophonie des Amériques. Nous sommes Québécois, Acadiens, Franco-Tico, Guadeloupéens, Franco-Ontariens, Mexicains. Nous sommes la francophonie. Ça vous donne une bonne idée du nombre de locuteurs de français avec tous les beaux accents à travers les Amériques. Donc, moi, j'ai le grand plaisir de travailler avec tous ces gens-là et essayer de ramener ces gens à travailler ensemble. Comme de raison, on travaille avec des francophones et des francophiles des Amériques et je trouve ça toujours très important de spécifier pour nous, au centre, la définition d'un francophone et d'un francophile. Parce que souvent, on le fait de façon à exclure. Et on est tellement petit, on est tellement dans un contexte minoritaire. Nous, on cherche à agrandir cet espace-là. Donc, pour moi, un francophone, c'est quelqu'un qui est francophone, donc parle le français. Un locuteur de français. Quelqu'un qui parle le français. Puis, je ne fais même pas l'analyse des compétences langagières. Ce n'est pas à moi de décider, même c'est ces personnes-là à décider. Moi, je parle français. Et un francophile, c'est quelqu'un qui est amoureux de la francophonie. Donc, ça se peut que ce soit un francophone qui soit francophile. D'ailleurs, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de francophones qui ne sont pas nécessairement francophiles, malheureusement. Il y a des francophiles qui ne sont pas francophones, vous savez. Hein? Donc, si on regarde même au niveau de notre francophonie, on parle de 33 millions de locuteurs. Souvent, des fois en tout cas, sont mariés ou sont pas nécessairement avec des gens qui parlent français. Donc, ce potentiel-là d'exogamie, M. Landry qui avait déjà dit, comment il avait appelé son étude, le potentiel caché de l'exogamie. Donc, il parle de tous ces gens amoureux de la francophonie. Nous travaillons avec l'ensemble de ces francophones-là, tous ceux qui ont le désir de travailler sur le projet de société que nous mettons en place sont absolument bienvenus à le faire. Et comme de raison, on est dans ce devenir. On est dans une démarche de devenir. On est continuellement dans cette démarche de devenir. On devient
chaque jour quelque chose. Et nous, on travaille sur ce devenir francophone et je dirais même ce devenir minoritaire dans les Amériques. Donc, je trouve que c'est une chose extraordinaire d'être minoritaire, parce que c'est les gens qui sont en minorité qui changent la majorité. C'est ces gens-là qui doivent se tenir réveillés et être créatifs. On dit qu'on mesure une communauté en fonction de sa créativité. Donc, moi, je me trouve en tout cas très, très, très chanceux de pouvoir travailler dans ce contexte-là. Maintenant, je veux vous parler là, comme je disais tantôt, l'espèce de paradigme que nous sommes donnés, en tout cas que moi, je me suis donné depuis le début de mon travail dans le développement des communautés. Ce concept de développement, ce concept de socialisation. Essentiellement, je me suis dit, comment on fait pour devenir, à ce moment-là, j'étais né au Québec, parti dans l'Ouest, et on m'avait donné les clés du centre communautaire, puis on m'a dit, voici, on a trouvé un agent de développement, on se revoit dans un mois. Mais il n'y a pas de manuel, il n'y a pas de... Comment on fait? Donc, comment on fait pour qu'un individu, une personne, devienne franco-albertain, devienne franco-ontarien, devienne acadien? Quel outil que je vais faire, moi, jour 2 de mon travail? Et j'ai cherché. C'était un peu ce concept-là, donc j'ai comparé cette fleur, vous savez, dans un contenant d'eau. En science, vous avez sûrement fait quelque chose comme ça. Vous mettez du colorant, et puis, quand on met la fleur dedans, vous savez ce qui arrive, hein? Oui, c'est ça. Donc, la couleur c'est-à-dire la fleur prend la couleur de son milieu. Elle est imprégnée de dans le contenant qu'elle baigne. Je me suis dit, ça doit être la même chose en francophonie. Et si je prends mon petit Jean, là, que je vais aller voir régulièrement, et que je l'amène dans une communauté X, et que cette communauté-là, elle a une teinte, une culture, X, qu'est-ce qui va arriver à ce petit Jean-là? Il va devenir... il va prendre les couleurs de son milieu, il va prendre les accents. Moi, j'ai 4 enfants, 2 franco-albertains, 2 francescoises, qui viennent de déménager au Québec. Ça fait, en tout cas, dans un an, là, ils ont pris les couleurs, ils s'adressent comme eux autres, ils ont pris, c'est extraordinaire, la vitesse qu'ils ont baigné, qu'ils ont, comme on dit, blendé in dans cette communauté-là. Puis, tous ces éléments de socialisation autour d'eux autres, ils ont totalement pris, là, et je reviens, là, ça fait quelques semaines, de la Saskatchewan. Et ses amis ont dit, mon Dieu, vous avez donc bien changé. Et ce n'est pas en très peu de temps. Et donc, c'est un fait. T'sais? Et je me dis, qu'est-ce qui, dans ce devenir-là, quels sont les secteurs, quels sont les... de socialisation ou de développement. Sur quoi je peux travailler pour avoir cette impression, cette teinte chez les gens avec qui je travaille. Donc, dans un contour social défini, j'ai commencé à regarder quels sont les éléments qui influençaient ces individus-là. Et tranquillement, je me suis arrivé là, avec 8 secteurs. Et puis, c'est des éléments que vous connaissez. L'éducation, les communications, la culture, l'économie, la santé. On a parlé de famille tantôt avec la rencontre des Acadiens. Donc, voyez un peu là, les éléments, pour moi, ce sont les éléments sur lesquels je devais travailler. Je les ai mis égales autour de cet individu. C'est sûr que ce n'est pas parfait comme ça. Il y a des secteurs qui sont plus importants que d'autres. Et selon moi, je pourrais dire, le goût de la place, il y a des secteurs, je veux dire, je n'arriverai pas dans un coin où ils sont très reconnus au niveau de la culture. Puis je dis, gang, on lâche ça, on fait du développement économique ici. Ça ne passera pas. Je dois partir du potentiel du milieu, mais je dois m'assurer que globalement, les gens puissent avoir une interaction avec leur milieu en fonction de leur culture, communication. Je veux dire, voilà, grosso modo. Comme je disais, certains secteurs, comme l'économie, pour moi, c'est un secteur qui est tellement important, qui a une importance sur les autres secteurs, que ce soit la culture, que ce soit au niveau politique. Des fois, on se demande, c'est qui m'aime? Bonjour. OK? Bon. Et ici, j'explique un petit peu, en tout cas, toujours, moi, je suis un gars du terrain, c'est un gars d'expérience. C'est mon expérience que je vous amène ici, une trentaine d'années. Et quand je me suis retrouvé dans l'Ouest canadien, quand j'essayais de voir comment je vais faire pour faire mon travail, je me suis aperçu que, ça c'est le cerveau de petit Jean,
Ici, vous voyez, génétiquement, c'est un ayant droit au Canada. Donc, un des deux parents qui est francophone. Et ici, c'est le milieu d'expérience. C'est vraiment là, c'est ma façon de faire mes dessins puis comprendre. Mais ça m'a expliqué beaucoup de choses. Et j'avais des amis franco-albertains qui avaient, au niveau de la culture, c'était Pink Floyd, Kiss, tu sais, dans ce temps-là, bon, c'était ça qui était vraiment ce qu'ils écoutaient toujours, était très, très, très dans ce milieu culturel. Santé, chaque fois qu'on allait chez le docteur, chez le dentiste, ça se passe en anglais. Je pourrais continuer comme ça. Quand il va acheter sa pinte de lait, c'est en anglais qu'il l'achetait. Et c'est vraiment c'est là-dedans qu'il baignait. Son milieu de socialisation était comme ça. Et moi, je devais travailler pour renverser ça. Hein? Donc, par contre, Petit-Jean, lui, il allait à l'école en français. On a réussi à avoir la gestion scolaire, puis même à des moments donnés, c'était des écoles d'immersion. Mais quand même, il y avait des éléments de socialisation en français. Et même chose au niveau de son foyer, c'était comme ça. Vous voyez un petit peu comment, ma petite fleur, une façon de la voir, là, comment lui, finalement, il était dans ces milieux de socialisation minoritaire. Comment j'expliquais ça? Et à un moment donné, j'étais en Alberta et moi, je suis un Québécois qui arrive dans l'Ouest, ça fait 30 ans, je ne parle pas trop anglais. Quand je parle anglais, je suis stressé un peu. Donc, je suis dans une région rurale. À chaque fois que j'appelle à l'extérieur, il faut que je passe par le téléphone, qui est une ligne, là, puis une carte d'appel. Donc, j'appelais, puis je disais « calling card ». Puis elle me disait « oui, votre numéro, c'est 454-179-5836 ». Puis au début, je lisais ma carte, puis j'étais stressé un petit peu. Puis à un moment donné, j'étais pas mal bon. Plus besoin de carte. Fait que j'étais rentré là, vraiment extraordinairement collé, comme ça, imprégné dans mon cerveau. Je disais ça, pas de problème. À un moment donné, je me retrouve à Ottawa. J'appelle à mon bureau. Passe par une opératrice. L'opératrice a dit « oui, je peux vous aider ». Je dis « calling card, carte d'appel ». Elle dit « oui, votre numéro ». Je suis capable de dire en français. Je n'en revenais pas. C'est 454-454. Je l'avais appris comme ça. Je n'étais pas capable de dire en français. Tu sais, donc, je me suis dit « merde ». Quand tu baignes dans le milieu, puis n'oubliez pas, on ouvre des écoles. On n'a pas de professeurs, on emmène des professeurs de Sherbrooke. Bon, ces gens-là arrivent là, puis ils ne comprennent pas. Ils disent, mais non, voyons, on parle en français. Ils ne peuvent pas parler en français. Je veux dire, pas tout de suite comme ça. Je joue au hockey, puis moi, c'est score. Tu sais, c'est pas... et le but. Donc, vous voyez, il a fallu faire un renforcement positif et pour en faire en sorte qu'au niveau de la socialisation, qu'on prenne conscience de ça et que par la valorisation, on puisse faire du renforcement et pouvoir avoir un impact, faire en sorte que les gens puissent développer leur langue, leur identité et leur culture. Ça explique un peu la façon dont on travaillait, mais c'est facile de parler d'éducation, culture, mais quand on commence à travailler l'éducation, j'ai pris des roues d'engrenage parce que ça a des petites dents et que quand on parle d'éducation, on parle du berceau au tombeau et qu'il fallait. Puis dans les Amériques, il faut développer tous ces éléments-là. Et ça prend du monde, et ça prend des gens convaincus. Et voilà, donc ça donne... Et j'aurais pu vous mettre chacune des roues, économie, culture, etc. Et plus qu'on a dedans, plus qu'on a de force, de socialisation en fonction de notre langue, notre identité et notre culture. Et tout ça, ça s'opère comme de raison. Nous, on est surtout au niveau de la gouvernance, l'organisation de ces gens qui veulent s'investir, la gestion financière, le marketing, les ressources humaines, la planification et les infrastructures. Grosso modo, là, c'est des éléments opérationnels, ce qui nous garantit la durabilité de notre développement. Bon, ça, c'est le mécanisme dans lequel, le paradigme dans lequel je travaille pour faire le changement, pour qu'on me suive, pour vous amener dans quelque chose de pratico-pratique où on a utilisé la mémoire pour travailler le développement. Ici, j'essaie d'exprimer que tout est en interaction, c'est interconnecté, c'est en synergie avec les moyens technologiques que j'ai. C'est une meilleure... c'est-à-dire que si je vais en quelque part en Louisiane, à Lafayette, et que je réussis à avoir une école en français, il va avoir nécessairement un impact sur la culture, sur l'économie, et etc. Donc, c'est interrelié, ce mécanisme-là. Et c'est un peu... Moi, il y a 30 ans, quand on a réussi à avoir la gestion scolaire, j'étais tellement heureux, je pensais qu'on avait fini. Vous savez, je pensais que les choses étaient maintenant pour se faire toutes seules. Et ce qu'on a créé, c'est 4 murs
où ça se passe un peu en français, mais quand on retourne sur la rue principale, c'est un peu comme le latin. Hein. Le latin, on le parlait à la messe à un moment donné à l'école, mais on n'achetait pas une pinte de lait en latin. T'sais. Donc, il fallait développer aussi le milieu dans tous ces secteurs-là, milieu de socialisation. Donc, ici, c'est un peu plus scientifique, là, le besoin socio-relationnel. On s'est aperçu aussi que dans l'approche avec les gens qu'on travaille, les gens qu'on aime, on devait avoir une approche un petit peu différente. On n'arrivait pas avec un savoir, bang, garde, tout le monde le sait, c'est comme ça. Il n'y avait pas de changement qui se passait. La Violette, et je ne me souviens pas d'autres personnes, a découvert que finalement, il y avait 3 composantes, 3 cerveaux, en tout cas, je vais appeler, moi, comme praticien. Celui qui est cognitif, là où le changement, où le fait l'apprentissage, l'affectif, ou le limbique, et puis le primitif. Et ça, c'est le petit reptilien. Nous, on adore le reptilien. C'est avec lui qu'on travaille parce qu'il y a une fonction sociale hyper importante. Quand le reptilien arrive dans un endroit X, il est en train de gérer. Avant qu'il y ait n'importe quoi d'autre qui bouge, il gère s'il est en sécurité ou insécurité dans cette place ici. Il n'y a rien d'autre qui bouge. Donc, quand on fait du développement en francophonie, en économie, c'est sûr que nous, on travaille à créer ce lien d'abord affectif et ensuite de ça, on parle de changement. On met des zones de confort. On n'arrive pas, tantôt je disais, on est là pour contribuer. On n'est pas là pour remplacer ce que les autres font. C'est un peu dans cette démarche-là de créer des liens avec les gens. Je répète, créer des liens. Hein, comme je disais, j'espère qu'ils vont faire du bien pour le changement et pour le rayonnement de la francophonie, dans le respect de la diversité de tout ce qui existe autour de nous autres. Et là, je vous amène de façon pratico-pratique comment ça se passe tout ça sur le territoire. Et là, j'ai choisi quelque chose que j'avais déjà dans le système pour vous présenter. Donc, comme j'ai passé du temps dans l'Ouest, je vous ai amené quelque chose de pratico-pratique où la mémoire nous a vraiment été extraordinaire pour le changement social. Donc, ça se trouve dans le coin de Prince-Albert, dans ce coin-là, puis plus particulièrement, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire aussi de Gabriel Dumont. Vous connaissez Gabriel Dumont? Gabriel Dumont, hein, c'est une histoire du Canada extraordinaire, ou peut-être Louis Riel. Oui, hein, Louis Riel, super. Bien, c'est pour dire que Louis Riel, les Métis de l'Ouest, les francophones de l'Ouest le connaissent très bien, moins Gabriel Dumont, pourtant a joué un rôle extraordinaire. Et on est dans cette région-là de Batoche, a des gros problèmes économiques, des gros problèmes, les régions se vident, etc. Les gens nous approchent au centre, pas au centre de la francophonie, à ce moment-là, j'étais à une autre organisation, qui est l'Assemblée communautaire, et me demandent de travailler sur le développement de cette région-là. Et c'est par, finalement, les outils qu'on s'est donnés. D'abord, l'état de la situation. Il y a 3 groupes minoritaires. Les francophones, il y a les métis et il y a les Premières Nations. Ils sont dans ce même petit territoire-là, et ces gens-là ne s'apprécient pas du tout. Je dirais le contraire même. On a déjà entendu des gens s'appeler, par exemple, les sauvages ou des choses comme ça. Ce n'est pas à cause qu'ils pensent qu'ils sont des... c'est parce que c'est des termes qui ont été donnés par le temps, mais on ne se parle pas, et on est dans le même territoire, on habite le même territoire, et on ne travaille pas ensemble, et etc. Donc, très difficile à travailler. Il y a justement la gestion de la diversité culturelle qui est un problème. Les gens quittent les régions partout sur la planète, Batoche y compris. Il y a un vieillissement de la population, donc les possibilités d'emploi baissent. La fierté, il n'en a pas beaucoup, des problèmes de langue, identité, culture, et on a une espèce d'amnésie culturelle extraordinaire. On oublie l'histoire de cette région-là, et puis c'est assez extraordinaire. La problématique de l'exode rural, c'est qu'il y a un temps, quand les gens ont déménagé là, avant qu'il y ait des problèmes entre les Métis et les Premières Nations et les francophones, les gens, là, j'ai trouvé une photo qui ressemblait à peu près à ça, où les gens travaillaient ensemble sur le territoire, et quand c'était le temps de cultiver, ça prenait bien du monde pour cultiver, puis on avait une question de temps parce que l'hiver s'en venait, puis on s'entraidait. On avait des liens extraordinaires. Tout le monde connaissait, pas juste les gens, mais connaissait le nom du chien qui était sur les... vous suivez un peu, hein? Donc on se connaissait et c'était lié comme ça. Et tranquillement, on a industrialisé,
C'était merveilleux, une machine qui est... Encore là, c'était pas pire parce que cette machine-là est extraordinaire. C'est une moissonneuse-batteuse, mais elle se déplaçait de terrain en terrain. On allait chez les garrots. Ensuite de ça, on se déménageait dans un autre... et tout le monde suivait la machine. Donc, on s'entraidait encore, mais on allait plus vite. Et vous savez, vous connaissez l'histoire, tranquillement, on est arrivé avec ces espèces de monstres économiquement extraordinaires, plus besoin de personne. Puis même, idéalement, je vais aller plus loin, j'espère que mon voisin va vendre son terrain parce qu'au niveau de la rentabilité, je n'ai pas besoin de déménager ma machine, je passe par-dessus, et ça arrive souvent qu'on fait un trou, on enterre la maison, on passe par-dessus. Donc, et l'autre, vous voyez? Et on vide la région. Et puis, vous voyez, on n'a plus besoin, on n'est plus dans ce lien d'interdépendance, on n'a plus besoin de l'autre. Et c'est un petit peu la situation qui s'est passée. Et les gens, en travaillant avec tout le monde, ils nous ont dit, bien, il faut revitaliser culturellement notre région, il faut augmenter la population active, il faut augmenter la vitalité sociale et économique, augmenter le sentiment de citoyenneté, faire partie, contribuer à cette démarche-là, augmenter le sentiment de fierté d'appartenance, augmenter la capacité en développement durable. Bon, et tranquillement, c'est là qu'arrive la socialisation à la mémoire. Comment arriver puis faire ce travail-là? Et c'est en France, dans la région dans le sud de la France, l'Aubrac, il y a eu une histoire extraordinaire, un peu semblable à Batoche. L'Aubrac avait à peu près la même situation et il y avait une espèce de vache qui s'appelait la race de l'Aubrac, qui était en voie de disparition même. On n'avait plus de besoin, on était comme un peu partout, la vache qui fournit le maximum de lait, là, pas qualité, quantité. Et il y a des gens qui se sont rassemblés et ils ont fait une stratégie de terroir. Ils se sont rappelés qu'est-ce qu'ils faisaient avant, qu'il y avait tant de monde. Et dans une démarche de mémoire, ils sont aperçus de toutes sortes de choses et ils se sont donné une stratégie de développement, de valorisation du terroir. Ils ont créé une coopérative laitière. La vache est revenue et les gens ont trouvé ça merveilleux. Ils ont fait du développement touristique, etc. Et la vie a repris dans le territoire. J'étais là en faisant de l'immigration, justement. Et puis, j'ai dit, wow, mais c'est ça la solution. Donc, on est revenu. On a fait ce qu'on appelle la technologie sociale de la mémoire pour commencer à travailler avec les gens, à savoir comment ça se passait dans le temps. Et c'est merveilleux quand les gens commencent à raconter, même les jeunes restent là et écoutent, parce que c'est merveilleux les récits de vie et tout le monde apprend. Donc, on a valorisé le terroir, on a approché avec une démarche de solidarité, de coopérative, donc qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. On a valorisé le capital social, les gens qui vivent ce territoire-là, tous les gens qui vivent, les francophones, les Premières Nations, les Métis, les Ukrainiens, les Allemands, etc. Et on a amené une pratique de dialogue interculturel. Rappelez-vous, il y avait un problème de dialogue. Et je vais terminer avec ça, avec un petit témoignage que je vous ai emmené. On a appelé la stratégie terroir, identité, séduction. Terroir, c'est là la mémoire, l'identité aussi est rentrée dans la mémoire, mais on voulait respecter le respect de toutes les identités et on voulait séduire. Qui n'aime pas séduire? En tout cas, je pense que c'est le fun de séduire. Et quand on se met ensemble comme communauté pour séduire les autres, parce que chez nous, c'est beau, parce qu'on a des belles histoires, parce que ça devient économiquement et culturellement viable. Donc, c'est un peu la démarche qu'on a suivie. Combien il reste de temps? 2 minutes, 5? C'est bon? Je vous explique l'histoire. Il fallait commencer, il fallait s'accrocher à quelque chose. Donc, on a commencé, il y a une dame qui faisait des poulets. La dame avait de la difficulté, son mari n'arrivait pas comme toutes les autres là, sur le territoire, et puis c'était pas assez, le moissonneuse, batteuse et tout ça. Donc, elle a voulu contribuer, puis elle a commencé à faire du poulet qui était libre là, dans le champ, puis, et les gens, ils trouvaient ça bon, ils trouvaient que c'était intéressant, puis hey, ça marchait bien. Donc, tranquillement, nous, on s'est dit, il faut bâtir des liens. C'est ça qui va faire qu'on va travailler ensemble. Donc, c'est un peu la fibre communautaire. Donc, cette dame-là, avec son poulet, ça marche. Oh, le voisin dit, si ça marche chez vous, ça doit marcher, puis je suis capable de faire mieux que toi. Donc, c'est comme ça que la dame est venue voir. Elle dit, mais ça n'a pas de bon sens, tu sais, on ne peut pas... Je dis, ah, intéressant. Donc, on les a mis à voir ce qui serait possible, peut-être,
essayer de travailler ensemble. On n'est même pas dans le terroir, on parle d'un poulet. Là. Je veux dire, si on s'en va dans le temps, c'est pas... mais quand même, on devait commencer en quelque part. Donc, le bonhomme m'a dit oui, c'est intéressant. Et puis, il y a eu même d'autres personnes qui se sont présentées et on a développé des liens dans une entente avec eux autres. Des liens. Hein, je répète encore, des liens. Je disais tantôt que l'économie est importante. On est parti sur des liens qui, économiquement, les gens étaient avantagés. On parlait de poulet ici, là, c'est pas... Mais il y a quelqu'un d'autre qui produit du grain, là, comment ça s'appelle, là, sans chimique, organique, là, ou, puis il dit, moi, je pourrais vous fournir. On a dit ça serait encore un avantage. On pourrait monter dans... Puis bon, tranquillement, eux autres, ils ont embarqué. Mais il fallait impliquer l'histoire, la mémoire dans tout ça. Et on s'est dit, bon, ben, tu sais, on va essayer de voir dans l'histoire de cette région-là. Et on n'était pas loin de la coulée Touron. C'est qui, ça, la coulée Touron? Il y a une vieille madame qui raconte, c'est qui, Madame Touron? Une histoire incroyable. On est au temps de Louis Riel. Il y a McDonald qui est là, qui attaque. Il prend les fermes, il chasse les gens. Vous voyez ce qui se passe? C'est la panique dans ce coin-là. Il y a Mme Touron qui est de Duck Lake, pas tellement loin de là, qui avait déménagé avec son mari sur une petite ferme. Et son mari décède. Mme Touron, une femme extraordinaire, une femme vraiment extraordinaire, je ne sais plus combien d'enfants elle a, et elle s'occupe de la ferme, elle termine les choses, puis elle a une jument. Les gens de McDonald arrivent sur son territoire, puis ils disent, tu te tasses, on prend ta jument, puis les Métis avaient des charrettes à deux grandes roues, on prend tout cet équipement-là, tu t'en vas. Les gens, toute ta famille s'en va, puis elle s'aperçoit que les Métis de l'Ouest sont dans les ditches, dans les fossés, puis ils se font des trous, puis ils se cachent. Elle est choquée de ça. Elle se vire de bord, elle envoie ses enfants, elle s'en va sur le champ de bataille, ils se tirent, semble-t-il. Madame Touron, elle arrive à McDonald, elle dit, je veux ma jument puis ma charrette. Les autres disent, mais qu'est-ce que c'est qui ça? C'est un peu, donnez-y sa jument, sa charrette, puis qu'elle s'en aille. Et Madame Touron, elle a ramassé les gens, elle les a amenés à Bellevue, qui n'était pas si loin de Batoche. Puis de cette, Et les gens disent, c'est elle, Mme Touron. Ben, je dis, ça y est, on a l'identité de ce poulet-là. On va l'appeler le poulet Touron. Et on lui donne une histoire. Vous voyez un peu la démarche? Et les gens ont embarqué. Ils ont dit, hey, oui, puis on fait revivre notre histoire, puis on la raconte, notre histoire. C'est plus que le poulet qu'on mange, là. Hein? On est en train, socialement, d'appuyer une cause, une démarche, et on est en train de valoriser les gens qui l'habitent, ce territoire-là. Donc, on l'a appelé Touron, mais on n'est pas assez. On va travailler avec des artistes. On va créer une étiquette de ce poulet-là, d'un artiste local. Il y a deux grandes familles dans cette... Si on touche un de ces artistes de la famille, par exemple Garot, bien, c'est toute la famille Garot qui est touchée par ça. Fait on va chercher une étiquette. Et tranquillement, on a créé un cahier de charges, comme on faisait dans l'Aubrac, comme on fait ici maintenant dans la région de Baie-Saint-Paul, où on a fait l'agneau de Charlevoix, un cahier de charges. Il doit être produit de telle façon. On garantit la qualité. Et tranquillement, il fallait rentabiliser tout ça. Hein. Donc, on a passé par les économusées. On a essayé d'intéresser je ne sais pas si vous connaissez les économusées, mais c'est un concept extraordinaire ici qui a vu le jour à Québec, à l'Université Laval, si je ne me trompe pas. Hein. Je regarde Ginette parce qu'elle est associée d'une façon ou d'une autre. Mais les économusées, on a essayé d'intéresser les gens à dire, faites pas juste ça, faites de l'interprétation, puis faites que les gens vont passer chez vous, puis ils vont être tellement touchés, séduits, hein, séduction, par votre démarche, par votre histoire, qu'ils vont acheter. Bon, je pense que Ginette, tu t'en vas en Saskatchewan prochainement. Voilà. Voilà, donc, et il fallait amener aussi l'épicerie du coin à vendre ce poulet-là, puis à s'engager à vendre le poulet, qui est devenu très intéressant. Et puis, ben, il fallait aussi que les restaurants du coin s'engagent eux autres aussi à mettre le poulet sur la table puis en faire la promotion. Vous voyez, et je pourrais continuer comme ça, tu sais, l'épicerie, même qu'on les a proposés, je ne pense pas qu'ils sont rendus là, à faire du restant de poulet, là, faire une autre petite entreprise
des jeunes étaient intéressés pour faire pour les chats, pour les animaux, là, donc avec les restants. Donc, bon, on ne l'a pas appelé les restants Touron, là, mais encore, on trouvera quelqu'un d'autre. Mais il fallait que les associations francophones de la place aussi embarquent et faire un festival autour de cette Madame Touron, puis bon, etc. Et des artistes à faire des gugus, là, sculptés ou quoi que ce soit, parce que les gens vont venir, vont vouloir avoir un souvenir de ça. Il faut rentabiliser à tout prix. Et puis, dans toute cette démarche de séduction, on devait aussi faire en sorte que les gens de la place, disons que quand on n'a plus de fierté, ça se peut qu'on laisse je sais pas moi, le tracteur qui ne marche plus en avant sur la pelouse, ou on n'a même plus de goût de couper la pelouse ou mettre des fleurs. Donc, on essaie de faire une stratégie pour embellir le village et puis la région, puis vous voyez un peu. Donc, séduire, absolument séduire les gens pour avoir un développement touristique, puis que les gens viennent dans la région. Et aussi, une stratégie de consommation, c'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir des entrepreneurs chez nous, mais si tout le monde s'en va dans la grande ville, soit à Saskatoon ou à Prince-Albert, pour faire leurs épiceries, pour acheter leur poulet, oui, il va coûter plus cher le poulet qu'on produit chez nous. Mais quand vous achetez chez vous, vous créez de l'emploi, vous créez, vous voyez, donc c'est toute cette stratégie bon. Et ça explique un petit peu l'histoire du poulet, comment on est parti de Mme Touron, etc., puis à la mémoire, comment elle nous a aidés dans le terroir pour développer la francophonie. Moi, j'aurais pu vraiment, nous, on pensait de partir du bison, mais comme je disais, il faut partir du potentiel du terrain. Les gens pensaient que le bison, là, ça ne fait plus d'argent. Les éleveurs de bisons ont fait faillite. On ne pouvait pas partir de ça. On est parti du poulet. Mais là, il y a des gens qui sont partis dans le bison. Ils font très bien aujourd'hui. Il y en a d'autres qui sont dans les petits pois, les pois concassés, etc. Il y a le blé. Il y a le blé connu pas loin de Batoche qui s'appelle le Red Five, un blé d'héritage. J'étais en Italie à un moment donné, à Slow Food International. Et quand je suis arrivé, qui savait que j'étais de la Saskatchewan, tout le monde me demandait si j'avais de la farine Red Five. J'ai appris ça en Italie. Je ne savais même pas que ça existait. Bon, il y a les Saskatoon qu'on appelle là-bas, qui ont commencé à faire... il y a plein de petits fruits là, très typiques, très terroirs de la région, et puis le veau, et puis les artistes, et puis tralala. Donc, c'est un peu là, comme ça qu'on a voulu partir dans Batoche. Ça, c'était mon histoire pratico-pratique. Mais je voulais vous parler surtout, c'est bien beau dans ce territoire-là, il y a partir des francophones, mais il y avait aussi là, toute cette pratique interculturelle qu'on a dû faire parallèlement à tout ça. Il y avait des conflits terribles depuis le début. Donc, on a fait des tables rondes. On a emmené les gens dans cette région-là à se parler. On dit chez nous, se parler dans le casse. On avait des choses à dire, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas dit, puis qu'on menait ça, puis qu'on transférait ces choses-là aux enfants. Et même les enfants, ils savaient des fois qu'il y avait un problème, mais ils ne savaient même pas pourquoi. Vous savez, on saillissait parce que c'était comme ça qu'il fallait saillir. Je vous dis des choses là, comme que c'est. OK? Je m'excuse pour les gens de... Bon. Donc, je vais vous donner là, ici un témoignage. C'est la table ronde. On est à Batoche. Vous allez voir à cette table-là, on ne voit pas tellement tout le monde, mais j'ai pris juste un témoignage. C'est une métisse. C'est la 3e ou 4e table qu'on fait. On commence à... Au départ, là, c'était terrible. Hein? Les gens nous ont dit, les métisses, je ne sais pas si vous connaissez les métisses de l'Ouest, mais les métisses nous ont dit qu'il y a des livres, puis ils ont sorti le livre. Voici ce que vous avez dit de nous autres dans votre livre. C'était un curé qui avait écrit un livre qui disait que c'était des ditch people, puis c'était qu'il ne fallait pas que les francophones soient avec eux autres, bon, puis toutes sortes de choses comme ça. Et lui, il a mis le livre sur la table, et il dit, ce livre-là, il ne faut pas le jeter. Il faut se rappeler de ce qui est écrit là-dedans. Il faut se rappeler comment on était, pour pas qu'on répète ces choses-là. Hein? Donc, c'est tout un peu de témoignages comme ça. C'est dur. Là, je vous fais rentrer directement dedans. Madame Bouvier, vous savez, comme la majorité des francophones, elle va faire son témoignage en anglais. Et on est rendu à un bout là, où je pense qu'elle exprime très bien comment l'histoire, comment la mémoire a un impact sur nous autres, toutes nous autres. Donc, elle est émue. À chaque fois que je le vois, moi, même je l'ai vécu, tout ça, ça me touche toujours. Mais je trouve qu'elle exprime tellement bien la chose. Bien, essentiellement, elle explique avec beaucoup d'émotion que l'histoire, que les lois, que les politiques ont fait en sorte qu'on s'est déchiré entre nous autres et que ces histoires-là ont été répétées, ont été organisées, ils nous ont été mis
conditionnée et qu'on ne sait même pas, et qu'essentiellement, elle dit tellement mieux que moi, là, mais elle résume très bien comment est-ce que toute cette période-là qu'on a vécue ensemble, où on s'est rappelé, où on a entendu l'autre, le mal qu'il a, où j'ai pu expliquer mon mal, et cet échange-là a fait en sorte qu'on a tissé des liens, et que le terroir, on l'a travaillé ensemble, que ce terroir-là, on l'a partagé depuis, et qu'on peut travailler ensemble pour le vivre en respect de l'histoire et de la mémoire et de grosso modo. Donc voilà, c'est dommage, mais voilà. Elle dit à la fin merci. Je trouvais que c'est une bonne façon de terminer. Donc voilà, merci.